Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui raconte la Terre. Cette émission vous est proposée par Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes et réalisateurs, créateurs du média Oiseaux bondissants. Le constat qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y avait pas mal de botanistes finalement qui existaient, mais tous isolés dans leur coin, qui faisaient leurs petites études sur des plantes, etc. Et il n'y avait pas de connexion entre eux. Sauf que le problème, c'est que ces botanistes-là, ils commencent à vieillir. Personne n'est éternel. Et en fait, cette connaissance, elle commençait aussi à disparaître. Elle s'est dit non, mais là, faut arrêter les gars, faut qu'on mutualise toute cette connaissance-là, pour faire en sorte que ce bien qui est commun finalement, parce que vous avez des connaissances sur la nature, et la nature c'est un bien commun, mettons-la en commun justement, et faisons en sorte que ce soit pas perdu et que ça puisse profiter à d'autres. Un des objectifs aussi, c'est de faire en sorte que cette connaissance soit pas privatisée à travers des publications, etc., où il faut payer pour avoir accès à la connaissance. Non, c'est la Botanica, tout est libre, tout est gratuit, ouvert à tous, et voilà. Donc les programmes de sciences participatives, l'idée c'est donner les moyens en fait aux citoyens de pouvoir justement contribuer à la recherche. C'est que il y a un chercheur à la base qui a une hypothèse scientifique et en fait pour valider cette hypothèse scientifique, il a besoin de données et il va faire contribuer en fait les citoyens pour alimenter ces données et faire avancer sa recherche. Tout le travail qu'on fait, la communication, l'animation, l'ingénierie pédagogique, etc., la vulgarisation, en fait, c'est aussi une manière de rendre la botanique un peu sexy. Parce que botanique, quand on pense botanique, régulièrement, on pense les herbiers, les bouquins. La botanique, c'est un nouveau langage. Et en fait, on a l'impression que c'est vachement pour des experts, en fait. Et on peut pas y toucher, quoi. C'est intouchable. Une autre langue, quoi. Un truc étranger, quoi. Et où il faut devenir un expert pour pouvoir comprendre la chose, quoi. Et du coup, nous, notre but à Tela, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, tout le monde puisse être botaniste. Salut à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Audrey Tocco de l'association bien connue des naturalistes, Tela Botanica. Elle nous a reçus dans les bureaux de Tela, en plein centre de Montpellier, pour une discussion passionnante entre botanique, vulgarisation, communauté et sciences participatives. Avec elle, on va se demander si l'on peut proposer un enseignement dépoussiéré de la botanique sur Internet et comment les sciences participatives peuvent impliquer et sensibiliser tous les citoyens. Audrey est ingénieure pédagogique et participe à tous les projets de l'asso, dont celui qui est à l'origine de notre rencontre, le MOOC Botanique 2, qui a pour ambition de faire découvrir à tous les grandes familles botaniques en abordant les usages anciens et actuels des plantes. On avait abordé des thématiques similaires dans l'épisode consacré à Christophe Deaudy du Chemin de la Nature, mais vous verrez qu'ici l'approche est très différente. En attendant, je vous laisse avec Audrey qui nous raconte comment elle est tombée dans les plantes après un début de parcours en biologie cellulaire. Bonne écoute! Moi, ce qui m'a fascinée en fait dans le végétal, c'est la capacité d'adaptation des plantes à l'environnement. Elles sont là depuis bien plus longtemps que le règne animal. En fait, elles ont eu beaucoup plus de temps pour évoluer et développer plein de stratégies évolutives. Quand j'ai découvert ça, en fait, je me suis dit non, c'est bon, le master, je veux que ce soit là-dedans. Donc après ce stage en L3, j'ai fait un master en plantes et environnement où justement l'objet c'était d'avoir une connaissance assez précise de comment la plante s'adapte à son environnement, que ce soit du point de vue écologique mais aussi génétique. Donc du coup, ça faisait du lien avec la génétique que j'avais traité avant, mais j'allais vers aussi l'environnement et l'écologie plus globalement. Donc ça, c'était le master. C'est ça qui est à la fois positif et négatif avec les études à l'université, c'est que c'est très large, généralement en licence, donc on peut toujours retomber sur ses pattes en master, et c'est le master qui fera vraiment la spécialité. Mais pour moi, ça a été mon malheur, c'est que j'ai commencé, avant d'être en école d'ingénieur agronome, j'ai commencé par une licence en biologie des organismes et des populations et environnement, licence BOP pour les initiés. Et moi, je supportais pas de quasiment pas étudier la nature et de justement passer énormément de temps à faire de la biologie cellulaire, de la physiologie, même de la chimie, des mathématiques, des choses comme ça. Et j'avais qu'une impatience, c'était de faire de la zoologie, de la botanique, de l'écologie. Et d'être dehors. Et c'était tout l'inverse. Et tu le disais, tu pouvais pas faire de stage en licence. Et moi aussi, c'est un truc qui m'a vraiment rebuté. Et j'étais si content d'aller en école d'ingénieur ensuite. Bon, déjà, on était beaucoup moins nombreux.
On nous répétait pas sans arrêt qu'on allait être au chômage. Ouais. Et aussi, il y avait des stages tous les ans, quoi. C'est marrant parce que ton expérience et la mienne, en fait, finalement, on a fait un parcours par élimination. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, en fait? On a vu ce qu'on voulait pas faire. C'est pareil avec Charlotte, on a des profils qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on est intéressé par plein de choses. Ouais. À chaque fois, on trouve de l'intérêt dans quelque chose et on a besoin d'éliminer au fur et à mesure pour réussir à savoir ce qu'on veut faire vraiment, principalement, quoi. C'est un chemin, mais c'est pas si mal, en fait, au final, d'avoir beaucoup de choix. Après, des fois, ça peut nous perdre. Mais je me suis orientée là-dedans et c'était encore très large, parce que entre l'écologie, la génétique, après les deux peuvent être connectés, mais il y a plein de manières d'exprimer un métier dans ce domaine-là. Et du coup, je savais toujours pas ce que je voulais faire, en fait. D'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui n'est pas du tout ce que j'ai étudié. Enfin, si, la botanique, ok, il y a un lien, mais dans le métier, dans ce que je fais au quotidien, ce n'est pas les compétences et les techniques que j'ai appris à l'université. Ouais, personne n'utilise ses compétences, les compétences de ses études dans son métier, ça c'est sûr. Ouais. C'est assez fou. Et voilà, après avoir commencé ce master en planté environnement à l'université de Strasbourg, j'ai voulu en continuer à voyager aussi, lier l'utile à l'agréable. Et je suis partie faire un stage de 6 mois à Montréal, au Canada. Et c'est là où j'ai fait un stage sur le changement climatique. J'ai étudié plus particulièrement l'impact du changement climatique sur une chaîne trophique qui est utilisée pour de la lutte biologique. Donc maintenant, on a un appel lutte intégrée, etc., différentes terminologies, mais c'était une petite guêpe, très très petite, qui allait piquer en fait un puceron. Et ce puceron mangeait en fait les feuilles d'un poivron qui était élevé en serre. Cette guêpe allait piquer pour pondre dans le puceron, et il y avait la petite guêpe dedans, donc le pulpe qui se développait. Et au moment où il était mature, c'était terrible, le puceron se momifiait, et la pulpe, pour sortir, elle rongeait en fait comme un cercle dans le dos du puceron, pour faire comme une porte de sortie. Elle sortait du truc et le puceron était vide, quoi. Et voilà. Et c'était utilisé, pour lutter contre ce puceron-là. L'idée, c'était de savoir, est-ce que le changement climatique, c'est-à-dire l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation de la température, etc. Donc moi, j'étais beaucoup centrée sur un facteur parce que dans la recherche, on essaye d'isoler les facteurs pour voir lesquels ont un impact, etc. Et après de faire des études multifacteurs, mais moi j'étais vraiment sur le facteur CO2. Et du coup, j'ai effectivement découvert que cette chaîne trophique en fait était moins efficace avec un fort taux de CO2 dans l'atmosphère, sachant que dans 50 ans, 100 ans, le taux de CO2 va potentiellement doubler. Donc ça peut avoir un impact. Et donc du coup, en fait, la guêpe se développait moins bien. Ou plutôt, c'est que le puceron se développait plus vite. Donc du coup, en fait, la guêpe, elle n'avait pas le temps de s'adapter. Peut-être qu'avec le temps, oui, mais en tout cas, sur le moment, elle n'avait pas le temps de s'adapter pour se développer plus rapidement et aller pondre dans tout le foisonnement de pucerons qu'il pouvait y avoir dans ces conditions-là, quoi. Donc une quantité plus importante de CO2 dans l'air permettait aux ravageurs de se reproduire plus rapidement. Ouais. C'était l'hypothèse qu'on avait émise, c'était qu'en fait, les feuilles étaient plus riches en carbone et donc du coup plus nutritifs en fait pour le puceron. C'était une hypothèse. Mais voilà, l'histoire devait continuer, mais j'ai arrêté mon stage avant. Donc c'était hyper intéressant parce que du coup, j'ai aussi acquis à ce moment-là des compétences, enfin des connaissances surtout sur le changement climatique. Et c'était ce qui m'apportait dès le début. Mes études et tout mon parcours, c'était justement pour contribuer à cette lutte contre le changement climatique, qui maintenant serait plus de l'ordre de l'adaptation. Mais au changement climatique, du coup, j'étais en plein dedans. Et après ça, mon stage s'est super bien passé. J'ai même eu des résultats, donc c'était vraiment chouette. Et on m'a proposé 3 thèses après mon stage de master de 2e année. Ah, c'était hyper tentant, mais j'ai dit non. Alors, les 3 thèses, c'était... Alors, vérifie si c'est pas le CO2, mais c'est plutôt l'oxygène qui influence le puceron. Non, parce que du coup, c'était pas des thèses qui m'ont été proposées à Montréal suite à mon stage là-bas, mais c'était à l'université de Strasbourg, et là, c'était vraiment 100% génétique. Enfin, c'était un autre domaine. Il y avait 2 thèses sur de la génétique, donc c'est l'expression de gènes dans les plantes en fonction de la modification génétique de certaines plantes pour certains intérêts. Et puis le 3e, c'était plus sur tout ce qui était microbiote du sol, etc. Donc c'était hyper intéressant, mais c'est juste que moi, j'ai été complètement flippée par le fait de passer 3 ans sur un sujet hyper spécifique et de sortir de là au chômage sans savoir quoi faire et sans aucune perspective potentielle, ou en tout cas avec le risque de ne pas pouvoir rentrer dans la recherche et d'avoir un métier. Et même si j'ai un métier dans la recherche un jour, quand voilà. Et être trop qualifié pour le marché du travail, mais pas adapté à la demande du marché. C'est la problématique que beaucoup rencontrent. Et moi, autant dire qu'à cette époque-là, j'avais pas de filet parent, j'avais pas de filet social, on va dire. Il me fallait du travail et de l'argent. Donc, et une carrière. Donc, il fallait que je fasse gaffe aussi à ma vie, en fait. Je pouvais pas prendre ce risque-là, en fait. Du coup, j'avais quand même pas envie de m'arrêter dans le domaine scientifique.
Et du coup, je me suis dit, je vais prendre 2 secondes pour me poser, pour chercher du travail. Donc, j'ai commencé à chercher dans des bureaux d'études pour faire chargé de mission, chargé d'études pour faire des études d'impact. Mais le truc, c'est que pour faire ça, on arrive à l'entretien et ils nous présentent quoi ? Ils nous présentent des planches de plantes et il faut dire le nom de toutes les plantes qu'on voit sur la planche, quoi. Et ça peut être n'importe quoi. Enfin, voilà, il fallait des connaissances hyper pointues et une pratique hyper intense, en fait, de la botanique à cette époque-là, de la reconnaissance des plantes pour pouvoir répondre à ça. Autant dire que j'étais pas assez entraînée. Et je pense pas que j'ai une mémoire qui sert à ça actuellement, et même à l'époque. Donc j'ai tenté, c'est ballot. Et en plus de ça, j'avais même fait un diplôme universitaire en pollution et nuisance aussi à Strasbourg pendant mon master, en parallèle, de manière à pouvoir déjà aussi avoir des billes pour t'adapter. Ouais, c'est ça. Et surtout, quand on a des connaissances un peu sur quelles sont les réglementations dans le domaine de l'environnement, ça aide aussi dans tout ce qui est métier tel chargé d'études, en fait. Mais bon, ça n'a pas suffi. Je voudrais préciser, chargé d'études, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est un bureau d'études. Donc, c'est des entreprises. Tu me dis si tu es d'accord avec moi. Mais entreprises, associations. Des entreprises ou des associations qui travaillent pour faire des inventaires, pour faire des études d'impact. Donc, quand il y a un projet, une route, un bâtiment, pour se rendre compte de l'impact que ça va avoir sur la faune, sur la flore, sur l'environnement global, sur l'eau aussi, qui peut avoir. Il existe des bureaux d'études en environnement, donc c'est de cela dont on parle, mais aussi en enquête sociale. Il y en a en géologie, il y en a un peu dans tous les domaines. Ouais. Et ils font aussi ce qu'on appelle les mesures compensatoires, donc, ce qui est pas mal. C'est quelque chose qui est assez récent, je pense, en tout cas en Europe. C'est quand on détruit un bout de nature, il faut le compenser et même aller au-delà pour essayer de compenser les effets négatifs sur la biodiversité. Ouais, en faisant de la translocation, par exemple, en prenant une population et en la migrant à un autre endroit, mais pas la laisser là où on va construire. Mais bon, voilà, après, derrière, c'est des solutions qui sont discutables. Il vaut mieux éviter. Je crois que le mot c'est d'abord éviter et ensuite essayer de compenser s'il le faut. On a fait déjà 2 interviews d'écologues en bureau d'études en environnement, Vincent Vignon et Jean-François Asmodée. Donc, je vous invite à écouter ces épisodes. Oui, donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de ces compétences naturalistes de terrain importantes que toi, tu n'avais pas forcément acquises, puisque tu étais beaucoup plus en laboratoire, sur la recherche, sur le théorique, quoi. J'ai pas été formée à ça à l'université, en fait. J'ai fait de la bota, mais c'était une UE. Et autant dire que c'était une UE, il faut apprendre les familles, la classification, les trucs, les machins, apprendre par cœur. Super. Enfin, c'est pas fun, quoi, en fait. C'est pas fun, et puis surtout, tu vas pas forcément sur le terrain, quoi. On en a fait un peu, mais c'était pas assez. Enfin, pour faire de la bota et vraiment savoir connaître les plantes, il faut être sur le terrain, avoir le nez dans les herbes, quoi. Et régulièrement. Et en fait, on n'avait pas ce temps-là à l'université, en fait. Voilà. Il y avait beaucoup de jeux à faire, beaucoup de choses à découvrir. Et en fait, c'était plus une découverte, en fait, finalement, la botanique, que vraiment un approfondissement, en fait, du domaine. Et puis à Strasbourg, c'est une grande ville. C'était à Strasbourg. Donc, il devait y avoir des dizaines de milliers d'étudiants. Je me souviens qu'en L1, quand moi j'ai fait ma L1 à Toulouse, la première année, c'est pas du tout spécialisé en BOP, là, en biologie des organismes. Et juste sur la fac, on était 30 000. Donc, ça donne une bonne idée, quoi. Après, moi, j'avais la chance que la chance et en même temps pas la chance. On était un peu les cobayes. En fait, on était la première promo de ce master. Donc, ils expérimentaient pas mal de choses avec nous et du coup, ils ont été très dans la diversité et pas forcément dans la spécialisation de certaines choses. Maintenant, ils font des trucs super dans ce master-là à Strasbourg. Avec des laboratoires expérimentaux, etc., où les étudiants, ils vont vraiment pratiquer, etc., et faire même des stages au-delà du stage de master. Ils vont faire des stages en entreprise, etc. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Mais voilà, moi, à cette époque-là, c'était pas le cas, quoi. Du coup, effectivement, je suis sortie de l'université en sachant pas trop. En fait, je sais faire quoi. Pour revenir à mes moutons, en gros, c'était je veux pas faire de thèse pour pas prendre de risques, mais en même temps, je veux trouver du travail, mais trouver du travail avec quelles compétences. Et en fait, l'associatif, finalement, c'est pas mal, justement, pour développer des compétences. Moi, j'avais moins de 25 ans. Donc, j'avais encore la possibilité de faire un service civique à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé un service civique à Tela Botanica, où je suis encore aujourd'hui. Donc, c'était il y a 11 ans maintenant, et que j'ai fait cette recherche-là. Et en fait, j'ai trouvé cette mission dont le but était de développer, en fait, le réseau de Tela botanistes. Donc, c'est les membres du réseau de l'association. Tela Botanica, qui est le réseau des botanistes francophones. C'est ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était de développer un réseau de personnes référentes, en fait, de l'association Tela Botanica, de ses valeurs, de ses projets, etc., mais locaux, en fait.
Et donc de les accompagner, de leur donner tous les moyens de porter des actions localement et de faire que tout le monde puisse passer à l'action et s'impliquer. Et c'était hyper intéressant parce que là, j'ai découvert qu'est-ce que c'est l'animation de réseau, qu'est-ce que c'est l'animation de communauté aussi, tous les principes de la coopération. Et puis tout ce que Tela Botanica propose aujourd'hui, comme les sciences participatives, les formations en ligne, etc. Enfin, voilà, les outils numériques liés à la botanique. Enfin, on en parlera, je pense. Mais voilà, du coup, service civique, ça a été une mission de 9 mois. Et après les 9 mois, il n'y a pas eu trop de perspectives. Je suis partie temporairement et après, on m'a rappelé pour un poste. Voilà. Tu peux expliquer ce que c'est un service civique? Parce que c'est assez récent, non? Comme un mix entre un stage et un travail ou un premier travail pour les jeunes. Ouais, faut pas dire ça normalement. Ah, d'accord. Mais en fait, les jeunes font ça maintenant pour avoir une première expérience professionnelle, clairement. En fait, ça dépend des missions, je pense, et ça dépend des structures dans lesquelles on fait des services civiques. Mais effectivement, un service civique, en fait, c'est un dispositif proposé par l'État. En gros, l'État finance un jeune, en fait, qui va aller s'impliquer dans une association, mais pas que. Il peut aussi s'impliquer dans une collectivité, par exemple. Et en fait, la structure d'accueil indemnise en fait le jeune. Et en fait, la personne qui est en mission de service civique a une part de l'État qui lui est versée. De son salaire, quoi. Voilà. Et une part de... Alors, on ne dit pas un salaire, on dit une indemnisation parce que c'est pas un salaire. Ouais, c'est pas la même hauteur qu'un salaire. Et donc, du coup, il y a une part de l'association et une part de l'État qui est donnée aux jeunes. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils s'impliquent en fait dans un projet à but non lucratif, un engagement associatif ou sociétal. Il le fait pas pour l'argent, visiblement. Non, voilà, mais c'est souvent une bonne porte d'entrée pour avoir une expérience professionnelle, effectivement. Ou alors, il y a des jeunes qui sont à l'université et qui veulent faire une année de césure. Et ils font un service civique pour essayer d'aller voir un peu ce qui se fait dans le monde du travail. Voilà. Et du coup, c'est un dispositif qui existe au même titre qu'un stage ou service civique ou un poste, mais c'est un dispositif un peu particulier où on n'a pas, comme un stage par exemple, un objet, une mission ou une hypothèse en fait auquel il faut répondre à travers une recherche, etc. Il n'y a pas de mémoire il n'y a pas fin ça. de stage. Non. Et puis en même temps, on n'est pas non plus salarié, c'est-à-dire on n'a pas d'obligation en fait de rendu. On est un peu dans de la découverte, mais on apporte quelque chose à la structure à laquelle on contribue. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça laisse quand même encore une petite liberté avant de vraiment rentrer dans le monde du travail. Donc c'était chouette. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Ouais. Donc, tu l'as évoqué plusieurs fois, tu as parlé de Tela Botanica, j'ai dit qu'on était dans les bureaux à Montpellier, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que cette association qui est un petit peu tentaculaire et qui est difficile à envisager, quoi, à réussir à comprendre en globalité ce que vous faites? Ok, toi tu t'es perdu sur le site, non? Oui. Voilà. Tela Botanica, déjà c'est deux choses, c'est un réseau et c'est une association, et les deux ont le même nom. Donc il y a le réseau Tela Botanica, c'est le réseau des botanistes amateurs, professionnels, francophones, et ce réseau est animé par une association qui s'appelle de la même manière Tela Botanica. Alors le réseau, a priori, est né avant l'association. Et en fait, pour faire un peu l'histoire de la chose, c'est le truc qui m'est resté toujours en tête quand je suis arrivée dans l'association et qu'on m'a expliqué la naissance de Tela Botanica. En fait, on m'a montré une vidéo avec un fond noir, avec des messages qui passaient en blanc sur le fond noir. Et en fait, c'était des messages qui étaient envoyés sur un forum Yahoo à l'époque, parce que ce réseau-là est né au début de l'Internet, quoi. Donc c'était des forums Yahoo à l'époque qui étaient vachement utilisés pour échanger, etc. Et en fait, c'était un forum Yahoo botanique. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par là? Et on voyait des petits messages qui apparaissaient au fur et à mesure dans le temps. La vidéo, en fait, était les messages dans le temps qui passaient sur le forum. Et au bout d'un moment, la vidéo devenait blanche. Parce qu'en fait, il y avait plein de messages, tellement de messages, en fait, que l'écriture prenait tout l'écran. Mais au début, on voyait un message. Après, au bout de 2 semaines, un autre. Après, 3. Après, et c'était très, très variable au début. Et jusqu'au moment où le réseau, ça y est, il a compris de quoi il fallait parler, quoi. Il y a une communauté qui s'est créée sur ce forum-là, en fait. C'était la naissance de Tela Botanica et de cette communauté-là. Au bout d'un moment, cette communauté a commencé à grandir, à mener des projets, etc. Et pour mener des projets et pour avoir des moyens, etc., il y a eu la nécessité d'avoir une structure derrière. Et c'est là où est venue aussi l'association Tela Botanica derrière, qui a permis justement tout ça, d'aller chercher des moyens financiers, d'aller chercher de l'infrastructure numérique, etc., etc. Maintenant on porte aussi des projets à Tela Botanica, mais on était un peu le secrétaire de ce réseau, en fait, en tant qu'association, de ce réseau qui s'est créé de lui-même, en fait, en quelque sorte. Donc au départ, c'était un réseau pour essayer de réunir un petit peu tous les botanistes amateurs ou non de France, en tout cas de la francophonie. Ouais. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus évolué, quoi. C'est devenu, c'est ce que je disais tout à l'heure, assez tentaculaire, tellement il y a de projets qui sont menés. Le constat qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y avait pas mal de botanistes finalement qui existaient, mais tous isolés dans leur coin,
qui faisaient leurs petites études sur les plantes, etc. Et il n'y avait pas de connexion entre eux. Sauf que le problème, c'est que ces botanistes-là, ils commencent à vieillir. Personne n'est éternel. Et en fait, cette connaissance, elle commençait aussi à disparaître. Elle s'est dit, non, mais là, faut arrêter, les gars, faut qu'on mutualise toute cette connaissance-là pour faire en sorte que ce bien qui est commun, finalement, parce que vous avez des connaissances sur la nature, et la nature, c'est un bien commun, mettons-la en commun, justement, et faisons en sorte que ce ne soit pas perdu et que ça puisse profiter à d'autres. C'est pour ça que Tela Botanica est né, en fait. Tu as mis le doigt dessus, sur l'objet, en fait, même de l'association. Un des objectifs aussi, c'est de faire en sorte que cette connaissance ne soit pas privatisée à travers des publications, etc., où il faut payer pour avoir accès à la connaissance. Non, Tela Botanica, tout est libre, tout est gratuit, ouvert à tous, et voilà. Justement, je veux bien faire une aparté là-dessus. Payer pour avoir accès à la connaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la recherche, le grand public, généralement, ne s'intéresse pas du tout aux publications scientifiques. Ils vont plutôt s'intéresser aux livres de vulgarisation, aux émissions, aux chroniques sur France Inter, des choses comme ça. Mais les publications, en fait, la recherche est financée par les fonds publics. Ensuite, il faut que les chercheurs payent pour être publiés sur des magazines. Donc, les plus connus, Nature, Science, mais il y en a tout un tas d'autres. Ensuite, les gens doivent payer pour pouvoir lire ces mêmes recherches que les chercheurs ont payé pour figurer sur les magazines, sur les revues. C'est ça. Même les chercheurs eux-mêmes doivent payer pour pouvoir lire les recherches de leurs pairs. Donc là, on a un truc de folie, quoi. Un peu un genre de mafia de la connaissance. De la connaissance de la recherche. Donc je résume, il y a l'argent public finance la recherche. Les chercheurs doivent payer pour pouvoir publier et ils doivent payer pour pouvoir lire. C'est un truc de folie quand même. Et ils sont en plus évalués sur leur quantité de publication, les indicateurs derrière, etc. Ils sont obligés de publier s'ils veulent des financements ensuite. C'est un vrai cercle vicieux, quoi. C'est marrant que tu soulignes ça parce que en fait, Tela Botanica est né par un noyau dur au début qui rassemblait principalement des scientifiques en fait, et qui était justement un peu effaré par rapport à cette situation-là sur la connaissance et sur son accès. Ouais, je pense que c'est un bon terme, parce que tu disais la privatisation de la connaissance. Je trouve que ça représente bien ce problème. Ouais. Donc Tela est née de tout ça, et donc elle est devenue un peu secrétaire du réseau. Le réseau s'est développé, et en fait, le réseau Tela Botanica, cette communauté-là, a vraiment suivi le parcours classique d'une communauté en ligne de plus de 100 personnes. Donc maintenant, on a 60 000 personnes inscrites sur le site, donc c'est assez énorme. En plus de 20 ans, mais voilà. Sachant que c'est un groupe qui est centré sur la botanique et pas sur Britney Spears. D'accord. Je suis un gros ringard, j'ai dit c'est Britney Spears. C'est pas grave, on a dit qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. Sur BTS ou je sais pas quoi. ouais, sur les plantes, quoi. Et même, on dit même pas le mot plante, on dit botanique, quoi. Donc, comme quoi... Non, c'est vrai. Et du coup, en fait, ça a vraiment suivi ce parcours d'une communauté typique qu'on appelle épistémique. Voilà, une communauté en fait qui se retrouve autour d'un objet commun, et donc qui est la botanique en l'occurrence ici, et qui est en capacité de produire en fait de la connaissance sur cet objet. C'est le cas de Tela avec la production de connaissances sur les plantes, mais il y en a d'autres des communautés qui existent et qui créent de la connaissance sur d'autres choses. C'est le parcours de Tela, ça a été des échanges chaotiques, des thématiques qui se sont créées. Où les gens se sont retrouvés. Ensuite, par thématique, il y a eu de la création de projets. Et ensuite, une fois qu'il y a eu de la création de projets, les projets se sont stabilisés. La communauté aussi. Et la communauté a été en capacité de rayonner. Et qu'est-ce qu'on entend par rayonner ? C'est-à-dire d'aller au-delà de son objet central, qui est la botanique, mais d'aller faire des collaborations avec d'autres thématiques, comme l'agriculture, si on veut, comme le numérique de manière plus globale, comme les pollinisateurs à l'heure actuelle. Et du coup, en fait, cette communauté, elle rayonne parce qu'elle arrive à faire des collaborations sur d'autres thématiques avec d'autres partenaires et avec d'autres communautés. Justement, on va rapidement toucher du doigt le sujet de la science participative. Donc, est-ce que tu peux nous dire, en tout cas faire un éventail de ce que sont les objets de cette science participative dans Tela Botanica, et puis après on ira un petit peu plus dans le détail. C'est une bonne suite logique, parce que du coup, d'abord faire en sorte que la connaissance, elle soit pas privatisée, faire en sorte que ce soit un bien commun. Qu'est-ce qui arrive ensuite ? C'est faire que tout le monde puisse contribuer à cette science. Et du coup, c'est l'objet des sciences participatives, c'est-à-dire que le citoyen est aussi chercheur. C'est donner les moyens en fait aux citoyens de pouvoir justement contribuer à la recherche. Donc les programmes de sciences participatives, l'idée c'est que il y a un chercheur à la base qui a une hypothèse scientifique, et en fait pour valider cette hypothèse scientifique, il a besoin de données, et il va faire contribuer en fait les citoyens pour alimenter ces données et faire avancer sa recherche. Alors nous, c'est très discuté ça à l'heure actuelle. Ça fait quelques temps maintenant où en fait on se dit les programmes de sciences participatives, on est intéressé par les citoyens juste pour qu'ils nous donnent de la donnée en fait. On est des pourvoyeurs de données. Ouais.
quand un chercheur vient vers nous pour essayer de justement mener un programme de sciences participatives avec nous et essayer de mobiliser les citoyens, l'intérêt le plus fort d'avoir une association dans ce cas de figure-là, c'est que l'association, elle va vraiment tenir, en tout cas c'est notre objet à nous quand on anime des programmes de sciences participatives, c'est de faire en sorte de faire un retour en fait de la recherche aux citoyens pour montrer à quoi leur contribution a servi en fait. Alors c'est pas toujours évident parce que la recherche, c'est pas du jour au lendemain qu'on a des résultats. Par exemple, on a des programmes, ça fait 10 ans qu'ils existent, il n'y a toujours pas de résultats vraiment concrets. Mais ça avance, quoi. Et puis plus les gens vont envoyer de la donnée, plus on va avoir de la capacité, en fait, enfin les chercheurs vont avoir de la capacité à avoir des résultats en fait scientifiques. Ouais, et puis la science, elle peut pas se précipiter. Les chercheurs, ils peuvent pas trouver des conclusions rapidement. Ça se fait sur le temps long. Il faut avoir le plus de données possible, réussir à identifier les variations, les choses comme ça. C'est ça. Donc, et encore plus quand, par exemple, on a un programme comme l'Observatoire des saisons, qui est un programme sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est pas la météo. Le changement climatique, c'est variation climatique, c'est sur des centaines d'années, voire plus. Donc c'est pas facile en fait d'avoir des résultats probants sur un programme qui a un peu plus de 10 ans. Pas plus, donc... Ouais, et puis il y a des résultats qui sont générés, mais de là à pouvoir les partager de façon intelligible à ceux qui ont participé, c'est autre chose, quoi. Parce qu'il y a des résultats qui sont faits en permanence, mais qui intéresseront que les chercheurs qui sont ultra spécialisés et qui n'intéresseront pas à ceux qui ont fourni les données, forcément. C'est pour ça que nous, on a le rôle de faire de la vulgarisation scientifique, en fait, auprès des observateurs. C'est un des thèmes centraux, enfin, une des compétences centrales. Et donc, par rapport aux sciences participatives, plus globalement, c'était les premières choses que Tela Botanica a développées au début de sa création, en fait. Et la première chose qu'on a fait, c'était un observatoire francophone de la flore. C'est-à-dire, toute personne qui se balade, voit une plante, peut la signaler à travers une base de données qui s'appelle Floradata. Dans tout un parcours en fait, de la donnée, pouvait envoyer sa donnée, essayer de la vérifier, la partager et contribuer à une base de données derrière pour alimenter la base de données, faire en sorte que derrière, ça serve aussi à l'échelle nationale pour enrichir les connaissances sur la flore. Et bon, voilà. Du coup, en fait, ça, c'était la base. Et à partir de ça, nous, on a développé plein d'outils, en fait, pour que les gens puissent contribuer et puissent avoir ce parcours. On appelle ça le parcours de la donnée. Alors, c'est un peu conceptuel, mais c'est-à-dire qu'on envoie une observation de plante. Cette observation de plante arrive dans une base de données. Cette base de données est connectée à plein d'autres outils. En fait, c'est connecté, par exemple, à notre flore en ligne. eFlore. Sur cette eFlore, en fait, tu vas taper le nom de la plante, tu vas avoir plein de données sur la plante, et les photos, par exemple, ou la carte des répartitions, en fait, elle est constituée grâce aux données qui ont été envoyées dans Floradata en partie. Ouais. Et eFlore, c'est souvent le premier contact qu'on a avec Tela Botanica, je pense, parce que moi, c'est comme ça que je connaissais. C'est parce que quand j'avais besoin de faire une identification, d'être sûr, plus ou moins, et en tout cas d'avoir l'information, de m'aider, en plus des guides d'identification des flores ou des fleurs de Bonnier, des choses comme ça. On tombe très rapidement sur les guides d'identification de Tela Botanica et qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on a sous les yeux, quoi. Et si c'est logique, est-ce que c'est vraiment possible qu'on ait cette plante sous les yeux en regardant les aires de répartition, la saisonnalité, les choses comme ça. C'est ça. En fait, eFlore, c'est un bon moyen de vérifier sa détermination et ses informations. Ensuite, du coup, cette base de données est aussi connectée, par exemple, à Identiplante. Identiplante, en fait, c'est une plateforme de détermination collaborative. C'est-à-dire que les membres du réseau Tela Botanica se retrouvent sur cette plateforme et cette plateforme affiche les données qui sont envoyées par le réseau lui-même. Donc, du coup, en fait, c'est comme une plateforme solidaire pour déterminer les plantes. Du coup, les gens, ils s'entraident sur cette plateforme pour améliorer, en fait, leurs compétences botaniques, finalement, parce que vu qu'ils se corrigent entre eux, ils s'améliorent aussi. Et puis, pour améliorer aussi la base de données. Donc, on a ça pour les déterminations, mais on a aussi ça pour les images. Par exemple, Pictoflora. Et dans Pictoflora, c'est aussi une plateforme sur les images envoyées par le réseau. Et du coup, il est possible de qualifier les images, c'est-à-dire de dire si c'est, par exemple, une fleur, une tige, une feuille, etc., de manière à ce que la base de données derrière, elle soit triée pour que ça puisse alimenter d'autres outils encore derrière et servir à des chercheurs, à tous ceux qui veulent télécharger ou analyser toutes ces données-là. Au lieu d'avoir une intelligence artificielle, là, en ce moment, on est sans arrêt en train de parler de ChatGPT, de l'IA, etc. En fait, là, c'est l'intelligence collective, quoi. On fait marcher un truc, on utilise un peu de modernité pour lier tous les cerveaux. Exactement. Après, alors je ne sais pas si on peut déjà parler de IA dans ce cas-là, mais il y a d'autres outils qui existent, comme l'application PlanteNet, où là, on va avoir une application, on prend en photo une plante, ça nous dit le nom de la plante, avec un taux de probabilité, etc. Mais en fait, derrière, c'est quoi ? C'est un algorithme, en fait, qui va, selon la photo que vous prenez, en fait, elle va comparer à une base de données existante. Donc, initialement, quand PlanteNet a été créée, c'était la base de données de Tela Botanica. Maintenant, elle s'est enrichie avec d'autres bases de données. Et du coup, elle compare, en fait, la photo que vous avez prise avec cette base de données de manière très, très rapide. Et en fait, elle va comparer
pour trouver la plante ou la photo qui correspond le plus, qui ressemble le plus à celle que vous avez prise. Et vu que dans la base de données, chaque photo a un nom et est qualifiée, et ben du coup, l'application elle est en capacité de dire cette photo, cette plante, elle ressemble à celle-ci, donc ça doit sûrement être ce nom-là. Voilà. Donc c'est un peu intelligence artificielle de base, mais et puis comme l'intelligence artificielle de façon générale, c'est un peu la première étape, mais il y a besoin de la compétence naturaliste finale pour être sûr de on peut pas remplacer les écologues, les botanistes de terrain par l'application, mais c'est un très bon moyen de s'exercer, d'apprendre, d'essayer de chercher et d'utiliser notre intelligence collective pour s'en sortir, quoi. Ouais, clairement. Et après, l'application Planète, maintenant, elle s'auto-entraîne aussi parce que du coup, en voyant certains contributeurs qui sont plus forts, entre guillemets, que d'autres, du coup, elle va donner plus de fiabilité à certains contributeurs. Et donc, du coup, les photos que ces gens-là prennent, en fait, de base, on se dit, ça doit être ça la détermination, quoi. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'est déjà en place. Donc voilà. Tela Botanica, ça a commencé avec toute cette panoplie d'outils autour d'un observatoire de la flore mondiale francophone. De la flore francophone sauvage. Parce qu'on est vraiment sur la flore sauvage, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas sur les plantes horticoles ou les plantes cultivées, etc. Toute notre base de données et tous les projets qu'on mène, c'est vraiment que sur la flore sauvage, qui, dans certains domaines, peut être considérée comme adventice. Mais voilà, on est vraiment que là-dessus. Et voilà. Et après, de tous ces outils-là, à partir de là, on a pu faire plein de déclinaisons, en fait. Et on a pu faire des observatoires et des programmes de sciences participatives sur la base de ces outils, de manière à pouvoir faire en sorte que des gens contribuent sur des sujets très spécifiques. Donc pour donner des exemples, je peux peut-être donner 3 exemples de programmes observatoires participatifs. Donc il y a le programme Sauvage de ma rue, qui est un programme qui invite tout citoyen qui le souhaite à observer en fait les plantes qu'ils trouvent dans leur rue. Donc ils font un inventaire sur un tronçon de rue en fait et ils disent quelles plantes ils ont vues dans quelle typologie de milieu dans la rue. Est-ce qu'ils l'ont vu dans une brèche du bitume? Est-ce qu'ils l'ont vu sur un muret? Est-ce qu'ils l'ont vu au pied d'un arbre, etc. Et du coup, ça permet au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et à notre chercheuse référente du programme, Nathalie Machon, de avancer en fait sur la recherche dans tout ce qui est la dynamique des populations végétales en ville. Donc ça, c'est Sauvage de ma rue. Ouais, faut préciser aussi que en fait, il y a besoin de ces participations citoyennes en quelque sorte parce qu'il n'y a pas du tout assez de chercheurs pour aller, de chercheurs ou de botanistes qualifiés pour aller dans la rue pour en fait, elle a besoin de des inventaires de toutes les rues de France. C'est pas possible de le faire même avec une équipe de 10 chercheurs. C'est pas impossible. Donc voilà, du coup, appel aux citoyens et on est tous partout en fait. Donc on pourrait tous participer. Il y a 60 000 personnes de la communauté de Tela Botanica qui peuvent éventuellement répondre présent. Alors, justement, parlons-en. Une communauté, tout le monde n'est pas actif. Hein. J'imagine. En général, une communauté, on a entre 1 à 5% de proactifs ou 1 à 3% de proactifs et ensuite 10 à 15% d'actifs. Donc les proactifs, c'est souvent ceux qui vont porter des projets. Les actifs, c'est souvent ceux qui vont contribuer à des projets. Après, on a des observateurs et après, on a des inactifs. Donc après, pour me donner l'exemple du programme Sauvage de ma rue, on va avoir 300, 400, 500 personnes qui vont contribuer, pas plus. Mais certains vont contribuer beaucoup, ou alors d'autres très ponctuellement. Et du coup, tout ça, ça permet d'avoir une base de données qui est quand même intéressante. Donc ça, c'est Sauvage de ma rue. Après, on a un autre observatoire qui est encore plus ancien. Donc Sauvage de ma rue, c'était en 2011 qu'on l'a créé. D'abord en région parisienne pour tester, après à l'échelle nationale en 2012. Après, on a fait aussi des déclinaisons régionales en région PACA. Mais bon, bref, tout ça, ça a été la vie du programme. Avant ça, on avait l'Observatoire des saisons. Donc, c'est toujours un observatoire de programme de sciences participatives où, en fait, on invite le citoyen à aller observer la phénologie, pas que de la flore, mais aussi de la faune. La phénologie, du coup, il faut que j'explique. Hein. Ouais. La phénologie, en fait, c'est le rythme de vie du vivant. Donc, c'est concrètement quand est-ce que chaque événement du cycle de vie du vivant va apparaître. Pour donner l'exemple des plantes, c'est quand est-ce que les plantes vont tomber. Donc, à quel moment va arriver la sénescence des feuilles à l'automne. Quand est-ce que les feuilles vont arriver. Quand est-ce que les fleurs vont arriver. Donc, la feuillaison, la floraison. Et on a aussi la fructification. Ça, c'est vraiment les 4 stades phénologiques des plantes principaux. Et donc, en suivant ces événements-là, en fait, on fait de la phénologie. Et en fait, pour certaines espèces, suivre ça, c'est hyper important pour comprendre le changement climatique. Parce qu'en fait, le vivant réagit en fait, au changement climatique. Et il peut y avoir, par exemple, des feuillaisons qui sont précoces parce que il fait chaud trop tôt dans l'année. Observer ça, c'est hyper important parce que si maintenant, on a, par exemple, des feuilles qui arrivent très précocement,
il va peut-être y avoir des chenilles aussi qui vont arriver très précocement, sauf que la chenille, elle va être très grosse plus tôt, mais l'oiseau, lui, il serait pas arrivé plus tôt. Et en fait, le petit oisillon, en fait, il va avoir le gosier trop petit pour des grosses chenilles au bout d'un moment. Et du coup, il y a certaines espèces qui peuvent disparaître liées à ça. On revient aux chaînes trophiques. La boucle est bouclée. Mais voilà, c'est hyper important en fait de suivre en fait ces stades phénologiques pour comprendre comment le changement climatique impacte en fait la nature et comment le changement climatique avance aussi dans le temps. Donc ça, c'est l'Observatoire des saisons. Et l'exemple que tu donnes, c'est tout à fait l'exemple classique qui impacte les populations de mésanges, la mésange bleue qui est toute petite, etc. Et qui du coup va pas pouvoir nourrir correctement ses oisillons, ou en tout cas va avoir plus de mal à les amener jusqu'à l'âge adulte, en tout cas l'âge où ils peuvent s'envoler, à cause du fait d'un manque de nourriture. Quoi. Bon, nourriture qui est là, mais pas adaptée. Quoi. Parce que toi, tu es tout le temps en train de parler des plantes, mais il y a aussi les oiseaux. Hein. Oui, clairement. Du coup, dans l'Observatoire des saisons, on n'a pas que les plantes, on a aussi les hirondelles, parce que l'apparition des hirondelles par rapport à la migration, tout ça, c'est aussi hyper important, et c'est aussi le changement climatique impacte aussi ça. Donc oui, c'est le seul programme qu'on a à Tela Botanica qui traite des deux, de la faune et de la flore. Voilà. De toute façon, toutes les indications que vous relevez avec le monde végétal, c'est directement lié au monde animal, aux insectes, à la terre, au cycle de l'eau, etc. Puisque on ne peut pas parler de nature sans tout envisager à l'échelle du système. Voilà, nous, en agriculture, on parle toujours de... Alors, prenez du recul, envisagez l'agro-écosystème. En fait, c'est tout à fait la même chose, c'est systématique. Dès qu'on travaille avec la nature, il faut prendre du recul et regarder le système, tout est lié. Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr que c'est global. Et du coup, par rapport au programme, donc les deux que je viens de vous citer, là, en fait, c'est deux programmes qui ont émergé d'une volonté de chercheurs et d'un sujet de recherche auquel ils voulaient répondre et dont ils avaient besoin de beaucoup de participation. Donc Sauvage de Maru et l'Observatoire des saisons. Ouais, pour l'Observatoire des saisons, c'est du coup pas le Muséum national d'histoire naturelle pour le coup, mais le CNRS, le CEF-CNRS de Montpellier, avec Isabelle Schwinn, qui est la chercheuse référente de ce programme-là. Donc ça, c'est deux programmes de sciences participatives proprement parlé. Et ensuite, on a des observatoires qui sont pas forcément liés à un chercheur initialement, mais qui ont un intérêt, on va dire, naturaliste ou scientifique. Mais là, pour le coup, c'est un peu plus partie de l'association, voilà, ou d'une volonté citoyenne. Et on a, par exemple, l'Observatoire des Messicoles. L'Observatoire des Messicoles, du coup, invite tous les citoyens à aller observer au bord des champs ou dans les parcelles agricoles, si ils ont l'autorisation, je précise bien, d'aller faire l'inventaire, en fait, des messicoles sur le champ. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les messicoles ? Alors les messicoles, en fait, c'est des plantes. Enfin, on dit que c'est les plantes des moissons. En fait, c'est les plantes qui accompagnent les cultures. C'est des plantes qui spécifiquement poussent dans ces milieux-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un milieu cultivé, en fait, elles ne seraient pas en capacité de se développer forcément ailleurs. Voilà. Et donc, avec l'agriculture intensive, avec tous les intrants, etc., c'est des plantes qui sont de plus en plus en difficulté pour se développer et qui sont en voie de disparition. Donc, il y a des listes en fait, d'espèces en danger, on va dire, de messicoles, et c'est l'objet en fait du plan national d'action en faveur des messicoles qui est mené à l'heure actuelle à l'échelle nationale. Et en fait, nous, on s'intègre en fait à ce plan national d'action en faveur des messicoles avec un observatoire, justement, l'Observatoire des messicoles, qui vise en fait à inviter tous les citoyens à observer les messicoles qui poussent au bord des passerelles agricoles et à l'intérieur, mais s'ils ont l'autorisation d'y rentrer. Mais à minima, déjà sur les bords de champs. Donc c'est ça, les passerelles agricoles, c'est les bords de champs, quoi. C'est ça. Et puis on évite de marcher sur les cultures des paysans sans l'autorisation. Et ces plantes messicoles, je trouve que c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu la représentation de ce qu'on fait avec Oiseaux bondissants, puisque c'est le lien entre l'agriculture et la nature, et puis la nature qui vit et même qui fructifie, qui se sent vraiment bien grâce à l'agriculture finalement. Et dans ces plantes justement, j'avais noté quelques espèces. Il y a le bleuet, la cameline, qu'on finalement on peut cultiver aussi spécifiquement pour faire de l'huile. Voilà, super riche en oméga 3, des choses comme ça. Le bleuet qui est patrimonialement aussi importante, le bleu de la France, etc. Ouais. Enfin, il y a tout un truc aussi autour des messicoles lié à ça, quoi. Le coquelicot, le rouge. Ouais, et puis il y a énormément, donc il y a une science même de ces plantes qu'on appelle en agriculture
Adventice, en sciences plutôt les messicoles, mais il y a toute une science qui s'appelle la malherbologie, donc, qui étudie finalement, malherbologie, c'est les mauvaises herbes, et avec énormément de plantes qui sont médicinales, qui ont beaucoup d'utilité. Donc là, tu disais le bleuet, le coquelicot, la cameline. Moi, j'ai noté la matricaire aussi, qui est en plus, qui est souvent une herbe qu'on retrouve dans les pots de fleurs aussi, qui ressemble à comme des marguerites. Ouais. Il y en a plein. Le miroir de Vénus qui est super joli, et puis en plus c'est un nom qu'on retient bien, je trouve. J'aime bien. Et oui, et du coup l'Observatoire des messicoles invite à inventorier une 30aine d'espèces justement de messicoles. Donc et celles que tu viens de citer sont dedans. Ouais, j'ai fait le test justement, je suis allé sur le site pour voir quel était l'observatoire. Okay. Et c'est très bien fait puisqu'on nous invite, on donne une méthodologie de comment faire l'inventaire, et puis on donne une liste donc d'une 30aine d'espèces. Je n'ai pas vérifié, mais je te crois, avec tout un PDF qu'on peut imprimer pour faire ces observations, etc. Et puis ensuite les transmettre à Tela Botanica. Ouais, on a créé un petit guide en fait qui permet un guide trié par couleur de fleurs en fait. Et du coup, si on est face à une plante, on regarde par sa couleur, on regarde dans le guide et on voit si elle est dans l'Observatoire des messicoles. Alors, il y a 30 espèces dans l'Observatoire des messicoles, mais en fait, des plantes messicoles listées dans le plan national d'action en faveur des messicoles elles sont beaucoup plus nombreuses que 30. Hein. C'est juste qu'on a essayé de prendre des espèces qui sont plus ou moins faciles en fait, à reconnaître pour tout le monde en fait, et qui permettraient à tout le monde de participer. Mais l'Observatoire, on peut aussi saisir d'autres espèces qui sont dans le PNA, donc le plan national d'action en faveur des messicoles. On peut aussi saisir d'autres espèces que ces 30-là. Donc, on n'est pas limité, quoi. Donc ça, c'est un peu la progression, quoi, dans la participation à l'Observatoire. Et voilà. Et donc ce programme-là, en l'occurrence, on a été un peu initiative de ça, et en partenariat avec le CBN, donc c'est le Conservatoire botanique national de Pyrénées-Midi-Pyrénées, et Supagro. Donc à l'époque Supagro Florac, et maintenant Supagro Montpellier. Donc qui est l'école d'agriculture de Montpellier. Ouais. Voilà. Et tout ça, c'est un investissement énorme en temps de travail, un investissement personnel aussi. Il y a beaucoup de ressources de cerveau qui sont mobilisées pour réussir à faire tout ça, en ingénierie pédagogique, etc. Ouais. Et comment est-ce que vous faites pour mobiliser les gens, pour les intéresser, pour qu'ils aient vraiment envie de participer ? Parce que ça, c'est la grande question, parce que vous proposez des tas d'outils qui sont super, mais si les gens ne les utilisent pas, c'est un petit peu dommage. Déjà, il faut qu'ils aient l'information. Ouais. Donc, c'est de la communication. Donc, ça demande d'avoir justement des personnes qui ont des communicants en fait en interne. Donc, de manière à pouvoir aller communiquer sur les réseaux sociaux, de faire de la communication en présentiel sur des stands quand il y a des événements sur lesquels on est. Alors, il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas souvent sur le terrain parce que du coup, effectivement, on a beaucoup de missions à avoir sur le web. Mais quand il y a des gros événements comme il y a quelques années le Congrès mondial de la nature, on y était et c'est le genre de choses qu'on présente. Et puis, voilà, au niveau de la communication, c'est hyper important. Donc, les réseaux sociaux, notre site web. Alors, en fait, on fait régulièrement des actualités sur notre site qui sont après relayées de par ailleurs. En fait, notre newsletter, c'est une newsletter qui est collaborative, c'est-à-dire tous les membres du réseau peuvent faire des articles et nous, on modère ça et le jeudi, on envoie une newsletter, donc une par semaine. Et encore un énorme travail, parce que ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est encore autre chose, mais oui, c'est encore un énorme travail. Et du coup, nous, par rapport à l'Observatoire, on communique à travers cette newsletter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la newsletter, maintenant, elle est devenue connue, en fait, avec le temps. Et on a pas mal de journalistes qui la suivent. Et en fait, ils relaient nos informations dans leur propre newsletter, ou dans leur blog, ou dans leurs journaux, etc. Donc, c'est vous qui faites la curation des nouvelles, des actualités, pour que les journalistes, finalement, ils puissent piocher à l'intérieur et en parler. Voilà. Et du coup, c'est une bonne force de frappe, quoi. Après, le challenge, c'est de pas rester seulement dans notre petit cercle à nous, c'est d'aller au-delà. C'est du coup les réseaux sociaux. Et puis après, en fonction des grands événements qui peuvent arriver sur un programme, par exemple la sortie du guide des messicoles, là, on fait communiqué de presse, on fait du mailing presse, etc. Enfin voilà, tout ce qu'il faut faire en communication, quoi. Vous participez même à des interviews de podcasts incroyables. Oui, voilà, des fois ça nous arrive et on est ravis d'accueillir du monde, des animaux, enfin voilà. Des animaux parce qu'on se déplace avec nos 2 petits chiens. Voilà. Mais qui sont adorables. Quand ils cassent pas tout.
Et donc, et une fois que les gens sont au courant, vous arrivez à les garder, à les garder captifs un petit peu pour réussir à faire en sorte qu'ils utilisent tous ces outils et qu'ils participent. Ah, c'est ça le gros challenge. Après, là, du coup, rentre en jeu la compétence ingénierie pédagogique, animation, etc. C'est-à-dire qu'une personne, une fois qu'elle a été captée à travers la communication, bah, du coup, le but, c'est de la maintenir en fait, active sur ce projet-là. Alors, pas forcément à notre bénéfice, mais aussi pour elle, en fait, pour qu'elle continue à progresser, qu'elle s'y retrouve. Et donc, du coup, là, on est un peu sur contribue, et nous, en contrepartie, on te permet aussi d'en apprendre plus, d'avoir de l'information, etc. Donc là, il y a de l'ingénierie pédagogique, qui vise en fait à apporter des supports en fait pour que les gens continuent à apprendre, et l'animation de manière à ce que les gens soient pas perdus, se sentent accompagnés, etc., etc. Et se sentent utiles aussi au final. Ça, oui. C'est l'une des finalités, c'est il y a s'occuper, s'amuser, etc. Ouais. Mais c'est quand même se sentir utile. C'est ça. Faire quelque chose de concret. Et pour se sentir utile, il faut savoir à quoi sert ce qu'on fait en fait. Et donc du coup là, c'est le travail de vulgarisation scientifique où montrer que la donnée a bien été prise en compte. Donc là aussi, c'est montrer informatiquement parlant que la donnée a été intégrée. Nous, on a une particularité à Tela, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Hein. C'est-à-dire que quand une personne envoie une donnée, la donnée elle est affichée partout. Il n'y a pas de validation en fait. Ouais, la validation elle se fait a posteriori. En fait, on est sur le même principe que Wikipédia. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'intelligence collective qui corrige au bout d'un moment, et vu que c'est du big data, du coup en fait globalement les données sont bonnes. Après il y a des petites erreurs, etc., mais c'est corrigé plus tard. On est sur de la validation a posteriori et pas a priori. D'accord. L'un des premiers trucs que tu m'as dit quand on a parlé au téléphone avant l'interview, c'est Tela Botanica, c'est pas la botanique poussiéreuse. Ouais. Tout le travail qu'on fait, la communication, l'animation, l'ingénierie pédagogique, etc., la vulgarisation, en fait, c'est aussi une manière de rendre la botanique un peu sexy. Parce que botanique, quand on pense botanique, régulièrement, on pense les herbiers, les bouquins, les flores dichotomiques avec des mots de vocabulaire. Tiens, je t'en ai sorti là quelques-uns, mais en gros, avec des terminologies comme, aphile. Qui sait ce que c'est un aphile sur une plante? Ou aranéeux, voilà. C'est quoi ça? Et c'est pas évident en fait. En fait, la botanique, c'est un nouveau langage. Et en fait, on a l'impression que c'est vachement pour des experts en fait, et on peut pas y toucher quoi. C'est intouchable. C'est des mots compliqués, c'est des noms en latin. Voilà, une autre langue quoi, un truc étranger quoi. Et où il faut devenir un expert pour pouvoir comprendre la chose quoi. Et du coup, nous, notre but à Tela, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, tout le monde puisse être botaniste. Et quand on a discuté aussi ensemble, je te donnais l'exemple d'une personne qui m'avait dit que grâce à Tela Botanica, elle avait l'impression de plus être un botaniste imposteur. Donc elle avait suivi une formation en ligne d'initiation à la reconnaissance des plantes qu'on a distribuée il y a quelques années. Et en fait, en suivant cette formation-là, elle s'est dit ça y est, en fait, j'ai des bases en botanique, je peux dire que je suis un botaniste amateur. Avant, elle se sentait pas quoi. Et elle n'était pas du tout dans ce domaine-là. Cette personne-là était dans le domaine informatique avant quoi. Donc rien à voir, complètement déconnectée avec la nature, etc. Elle a voulu se reconvertir un peu. Et Tela Botanica était une porte d'entrée pour elle. Donc maintenant, elle est impliquée dans une association locale sur Montpellier, les écologistes de Leuzière, dont je suis aussi administratrice, et du coup qui propose des sorties nature avec le grand public, avec les adhérents, avec les jeunes, pour découvrir la nature, mais aussi progresser dans sa reconnaissance, etc. Ouais, il y a un truc important là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à la fac, de faire une licence, de faire un diplôme en botanique ou en physiologie végétale pour avoir des compétences botanistes. Aujourd'hui, surtout à notre époque, on a tellement de ressources importantes en ligne. Tela Botanica est un grand contributeur pour fournir pour toutes ces informations en ligne. Mais il y a aussi, il y a toujours toutes les associations, on a énormément de livres qui sont à disposition. Ça n'a jamais été aussi facile, je pense, de se former à la botanique et d'avoir des vraies compétences qui ne sont pas forcément apportées par ce que tu disais tout à l'heure, à la fac où tu n'avais pas de stage, très peu de sorties terrain, etc. Et où c'est plus ambiance botanique poussiéreuse, même si je ne veux pas vexer certains profs qui sont peut-être... super moderne et voilà. Après moi j'avais un prof d'écologie qui était botaniste et lui c'était super de proposer des sorties en plus de l'école avec l'association naturaliste dans laquelle dont je faisais partie et là c'était super. On allait dans la nature et puis on apprenait des trucs sans arrêt, des anecdotes sur les plantes. Voilà. Mais c'est pas tout le monde n'a pas cette chance. Non, c'est clair. Après, ça dépend des associations quoi. Il y a certaines associations qui sont plus là-dedans dans la démocratisation, on va dire,
des connaissances naturalistes. Il y en a d'autres où c'est plus d'exposition de connaissances, mais pas forcément d'accompagnement pour que les autres aussi... Un petit peu élitiste aussi parfois. Ouais. Ça arrive, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas le cas de Tela Botanica. On essaie au quotidien de faire en sorte que toutes les connaissances soient accessibles à tous. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait des programmes de sciences participatives, pour que ce soit accessible, mais aussi pour que les gens puissent contribuer. Et après, on a des formations aussi qui font que du coup, ça permet en fait aux gens c'est ce que je disais d'avant, de pas se sentir imposteur en fait, d'avoir l'impression d'avoir un petit bagage quand même qui permet d'être légitime, on va dire, dans ces domaines-là, quoi. Alors que pas forcément besoin d'une formation à part entière pour être légitime dans ce domaine, quoi. Il faut, comme tu dis, pratiquer en fait. La botanique, dans les livres ou à l'université, si on fait que ça, on n'arrive pas à la pratiquer. Il faut vraiment être sur le terrain, quoi. Et ça, c'est sur son temps libre souvent. Ouais. La nature, ça s'apprend sur le terrain. Voilà, exactement. Il faut sortir. Avant d'en venir aux formations, je voulais faire une aparté en disant que justement ces observatoires, ces inventaires participatifs, ça existe en botanique, donc, comme tu viens de le décrire, mais aussi en ornithologie, le plus connu. Donc ça, c'est l'Observatoire des oiseaux des jardins, par exemple, qui est porté par la LPO. Donc il y a plein de possibilités et chacun peut trouver sa passion dans les différentes sciences naturalistes. Donc sur les reptiles, sur les insectes, sur les oiseaux, voilà. Et il y a toujours aujourd'hui, je trouve que justement c'est vraiment devenu au goût du jour de faire participer le grand public, les citoyens, pour avoir plus de données, plus d'informations et en plus de sensibiliser un maximum de personnes. Mais pas que en biodiversité, les sciences participatives, dans le domaine de la géométrie ou de la génétique ou dans plein d'autres domaines, en fait, les sciences participatives existent aussi. D'ailleurs, la biodiversité, c'est une thématique qui n'est pas tant traitée par les sciences participatives si on regarde l'ensemble des domaines, en fait. Pourtant, on a l'impression qu'il y a pas mal quand même de programmes déjà dans ce domaine-là. Et est-ce que c'est parce que c'est une science jeune ? Je ne saurais pas répondre, mais en tout cas, je pense que c'est pas une science forcément prioritaire peut-être pour la société. Ouais, d'accord. Bon, c'est mon point de vue. Après, peut-être que c'est faux ce que je dis. Mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Et donc, pour avoir des compétences en botanique, en l'occurrence, mais pas que, et se sentir légitime pour justement participer à ces inventaires ou soi-même acquérir des compétences pour simplement pour avoir le plaisir de reconnaître les plantes qui nous entourent. Parce que il y a un truc qui est merveilleux, je trouve, avec la botanique, c'est qu'on a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire, parce que si vous aimez les oiseaux, c'est pas évident que vous ayez des oiseaux à proximité à observer pour prendre du plaisir à les reconnaître ou voir leur comportement. Mais ça des bouge. plantes, ça bouge et puis ils sont pas forcément là. Des plantes, peu importe où vous allez voir des dizaines d'espèces différentes et de savoir les reconnaître, ça fait qu'on s'ennuie jamais en fait en promenade. Je crois que sur le programme Sauvage de ma rue, je me souviens qu'une des rues la plus inventoriée, elle avait 100 espèces, je crois, dedans. C'est énorme. Ouais. Pour un tronçon de rue, quoi. Ouais, et puis le végétal, il est là partout. Même dans les villes les plus bétonnées, il y a du végétal, quoi qu'il arrive, et qui survit, qui va dans la brèche. Ouais. C'est clair qu'on a toujours de quoi faire avec les plantes. Mais ouais. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça, à la base, que vous nous avez contacté. C'était pour parler d'une de vos dernières sorties, donc les MOOC. Donc MOOC, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? C'est Massive Online... Massive Open. Open. Online Courses, voilà. Ouais, okay. Donc en gros, pour la traduction en français, c'est cours en ligne, ouvert, gratuit pour tous. Gratuit. Gratuit, c'est important et c'est pas forcément compris par tout le monde. Ouais, parce qu'en fait, maintenant, le mot MOOC est aussi utilisé par d'autres acteurs qui vont faire des MOOC payants aussi. Donc, mais initialement, un MOOC, normalement, c'était censé être gratuit. Voilà. En tout cas, nous, on continue à les faire gratuits pour le grand public. Envers et contre tous. Ah non, pas forcément, mais non, on n'est pas très militant. Enfin, notre objet n'est pas d'être militantiste en fait à Tela, mais c'est vrai qu'après on a quand même des valeurs et qu'on s'applique, qu'on essaie de s'appliquer au maximum. Et voilà, les MOOC en fait, c'est un objet en fait, c'est un outil qui permet de rendre disponible la connaissance. Et vu qu'on est sur du bien commun, faire payer en fait une formation en ligne pour accéder à de la connaissance, ce serait un peu faire comme les publications scientifiques où en fait les gens doivent payer pour avoir accès à c'est le même principe en fait. Et donc voilà, donc on essaye farouchement d'être gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en difficulté, voilà. Parce que créer des MOOC, c'est des projets colossaux en fait et qui demandent énormément de compétences et énormément de moyens.
Donc, technique, mais aussi financier, etc. Est-ce que tu peux décrire en globalité ce que c'est un MOOC en fait? Parce que peut-être là on a dit que c'est une formation un cours en ligne, mais c'est super vaste. Est-ce que c'est un PDF ou Ah ouais, non. Alors, un MOOC, en fait, déjà, avant toute chose, c'est un événement. En fait, c'est une formation qui est diffusée pendant une période donnée. Nous, les MOOC, en règle générale, on les diffuse pendant 7, 8 semaines grand maximum. Ça varie entre 5 et 8 semaines, on va dire. Donc, c'est pendant 5-8 semaines, en fait, le cours est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on s'inscrit déjà avant ou pendant la diffusion du cours. Et pendant cette période-là, chaque semaine, on a une séquence de cours qui ouvre. Donc, les MOOC qu'on a sur la plateforme Tela Formation, on a des MOOC entre 4 et 6 séquences en règle générale. Et des fois, par séquence, on peut avoir différents niveaux pour le niveau débutant et niveau perfectionnement. Bon, bref. Ça, on va déjà un peu trop loin là. Mais en gros, chaque semaine ouvre une séquence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période de diffusion, il y a des forums sur lesquels on peut poser des questions. Et en fait, il y a toute une équipe d'animation. Donc là, par exemple, pour le MOOC botanique, les plantes et leurs usages qui va sortir bientôt, là, on a une équipe de 8-9 animateurs derrière, quoi, qui vont être là derrière leurs écrans pendant toute la diffusion du MOOC. Sans parler, parce que c'est que les animateurs, sans parler aussi des pédagogues qui interviennent dans les vidéos et qui potentiellement vont aussi aller sur les forums pour répondre à certaines questions un peu plus spécifiques et un peu plus techniques. Donc ça, c'est pour l'accompagnement en fait des apprenants, on va dire, ou des participants à la formation. Et ensuite, pour la progression pédagogique, donc il y a ces séquences de cours qui ouvrent. Et dans chaque séquence, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver une vidéo de cours, voire plusieurs vidéos de cours. Donc, on a plusieurs sujets dans une séquence. Donc, le MOOC dont on va parler tout à l'heure, il a 4 sujets par séquence. Et pour chaque sujet, on a une vidéo de cours. Et chaque vidéo de cours est accompagnée de ressources pédagogiques et est accompagnée aussi par séquence d'une activité pratique ou deux qui pousse en fait les gens à aller sortir et à aller pratiquer. Donc, c'est le numérique et la porte d'entrée pour derrière aller sur le terrain. Et à la fin en fait de chaque séquence, on a un quiz qui permet en fait de s'auto-tester en fait et de gagner des badges. Donc là, on est sur un peu de la gamification dans la formation. Et en fait, on a un badge par séquence à gagner, plus le badge final si on a eu une certaine note en fait à l'ensemble des quiz. Et où est-ce qu'on peut frimer avec son badge? Où tu veux. Tu peux te l'imprimer, te le coller sur le front, tu peux faire ce que tu veux. Mais en règle générale, ce que font les gens, c'est qu'ils le mettent soit sur leur profil LinkedIn, ou voire même sur leur CV. Il y a des gens, ils le font. En tout cas, s'ils ne mettent pas le badge, ils le mettent ils l'inscrivent sur leur CV. J'ai suivi ces MOOC-là. Souvent, c'est dans la partie autres ou divers dans les CV, mais c'est de plus en plus apprécié, on va dire, par les recruteurs. Et après, sur les réseaux sociaux. Les gens, j'ai suivi mon MOOC, j'ai suivi cette séquence, j'ai eu mon badge, je suis trop fière. Ouais. Après, il y a aussi que je trouve que la formation en e-learning, la formation en ligne, comme ça, elle devient de plus en plus performante et pertinente, et qu'on a la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à tout, à l'ensemble de ces spécialistes botanistes qui donnent des cours. Enfin, on n'aurait jamais accès à ces gens-là et à leur savoir s'il n'y avait pas eu cet énorme travail de Tela Botanica pour faire le MOOC. Ouais, c'est ça. Et donc, parfois, ça apporte tellement plus qu'une formation. Bon, j'arrête pas de casser du sucre sur le dos de la fac, mais on n'aurait pas accès forcément sur les bancs de l'amphi, quoi. Après, la particularité des MOOC qu'on propose, en fait, c'est qu'on essaie vraiment de diversifier les intervenants. Donc, les MOOC, en général, ils ont à peu près 20 intervenants, ce qui est énorme et ce qui demande un travail de coordination assez fou, surtout par rapport aussi aux disponibilités des uns et des autres, parce que c'est des chercheurs ou des animateurs un peu experts, nature, etc., qui sont aussi pris beaucoup sur le terrain. Enfin voilà, des personnes qui sont très occupées, on va dire, mais qui ont ce truc commun avec nous, c'est-à-dire le partage des connaissances. Et donc, du coup, c'est ça qui les motive principalement, on va dire, à contribuer à ce type de projet et de manière même bénévole. Donc voilà. Donc, on les rémunère même pas, en fait, pour leur intervention en MOOC. Donc, à l'heure actuelle. Alors, on a de plus en plus de difficultés par rapport à ça parce que forcément, ça demande du temps à ces personnes-là et au bout d'un moment, ils en ont moins en moins, donc ils font aussi des choix. Et c'est souvent les implications bénévoles qui peinent un peu par rapport aux agendas de chacun, ce qui est normal. Et donc, du coup, on essaie de diversifier les intervenants et les sujets. Et puis, on a aussi, au niveau qualitatif, toutes les vidéos qu'on fait, à chaque fois, on essaie de tout faire en plein air. Chose qui rajoute de la difficulté aussi. Je pense que tu vois de quoi je parle. Hein. Ouais, on voit bien de quoi tu parles. Ouais.
Et voilà, donc du coup, c'est un parti pris, mais ça demande des moyens en plus. Donc voilà, ça c'est pour la qualité des vidéos. Donc on n'a pas, par exemple, l'écran météo derrière, là, comme Madame Météo qui présente avec un écran en vert, là, et un faux fond qui arrive. Non, on n'est pas là-dessus. Et surtout, c'est pas des acteurs en fait, nos intervenants, c'est vraiment les intervenants qui parlent, quoi. Donc ça demande aussi à accompagner chaque intervenant pour qu'il se sente à l'aise, comme tu fais aujourd'hui avec moi. Hein, c'est pas parce qu'on a beaucoup de connaissances qu'on est un bon orateur, qu'on est un bon pédagogue. Non, pas forcément. Ça demande beaucoup d'accompagnement pour réussir à sortir les phrases de façon synthétique, de réussir à apporter petit à petit la connaissance. Ouais. Typiquement, il y a certains MOOC qui se créent où c'est un peu spontané, où il y a de l'échange, etc. Nous, en fait, on fait tout un travail derrière de scénarisation pédagogique pour faire le plan du cours. Qu'est-ce qu'on va dire ? Quels sont les objectifs de chaque partie dans le cours ? Quels sont les objets de chaque partie dans le cours ? Et quelles sont les activités qu'on va proposer, les contenus, etc. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, on fait faire pour chaque vidéo, rédigée par l'intervenant en fonction des notions qu'on a définies avec lui, un script. Et quand il va être devant la caméra, il cite son script. Après, peut-être pas au mot près, il faut aussi qu'il soit à l'aise, mais en fait, il a un fil rouge à suivre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Hein. Donc, entre les bégaiements, entre j'ai perdu mon mot, je me rappelle plus de ce que je dois dire, alors que le gars, il est expert de son sujet, ça peut créer de la frustration chez l'intervenant, alors qu'il n'y a aucune raison. Vu que mettre quelqu'un devant une caméra, déjà, ça peut complètement changer la personnalité. Là. Donc, du coup, il y a aussi des équipes de tournage qui sont là. Et puis après, tout le travail de montage derrière, parce que monter pour couper des trucs, c'est une chose par rapport à des imperfections de vocabulaire ou de diction, etc. Mais après, il y a toute la partie aussi où on va concevoir des schémas et des incrustations dans les vidéos de manière à accompagner l'apprentissage visuel, aussi auditif, parce que du coup, on rajoute aussi des sons des fois. Quand on parle de certaines plantes qu'on connaît, parce que quand on frictionne la feuille, ça fait un certain bruit. Le bruit, il faut le faire entendre. Donc voilà, du coup, c'est tout un travail en fait d'ingénierie pédagogique qui est énorme, les MOOC. Donc, il y a une immersion, il faut réussir à créer l'immersion. La formation en ligne, le e-learning, et le fait de pouvoir aussi apprendre à son rythme quand on est disponible, etc. Nous, on est hyper convaincus par ça avec Charlotte, parce que Charlotte, elle a fait son mémoire de fin d'études sur le e-learning en hydroponie, justement, avec les Sourciers qui fait aussi des formations en ligne sur la micro-ferme hydroponique, qui offre à la communauté gratuitement énormément de vidéos sur le sujet sur YouTube. Donc pareil, hein, ça c'est de rendre le savoir accessible à tous gratuitement aussi d'un autre côté. Et moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la pertinence du podcast pour diffuser et vulgariser les savoirs agricoles et environnementaux. Donc là tu vois, tu prêches des convertis et nous on boit un peu du petit lait. Mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait cet effort de tout ce que tu viens de dire, hein, tout cet effort de structuration, d'ingénierie pédagogique. Je pense que c'est la force des MOOC de Théa Botanica, mais je ne pense pas que ce soit généralisé à tous les MOOC que j'ai eu l'occasion de suivre quelques fois. Ouais, et puis sur le travail d'ingénierie pédagogique, c'est particulier. Et après, il y a aussi un objet qui est commun à tous nos MOOC, c'est qu'en fait, on favorise le passage à l'action. En fait, des MOOC, tu as différents passages à l'action et aussi la contribution à la connaissance dans le MOOC même par rapport aux participants qui contribuent. En fait, tu as différentes typologies de MOOC. Tu as des MOOC qui s'appellent push. En fait, c'est des MOOC qui push, c'est-à-dire qui poussent la connaissance vers les gens. En fait, c'est juste tu déverses la connaissance. Donc ça, c'est l'approche pédagogique classique, quoi. À la française, un peu. Ouais. Après, c'est pas mal, hein, c'est juste que c'est une typologie de MOOC. Ensuite, tu as ceux qui sont build. En fait, c'est des MOOC en fait, qui se construisent qu'avec la connaissance des participants à la formation. Donc, c'est pendant la formation, en fait, c'est là où se crée la connaissance du MOOC en soi. Et peut-être qu'à la fin, il y a des synthèses, ce genre de choses, et c'est ça qui crée en fait le contenu du MOOC. Avec des webinaires, peut-être, ce genre de choses. Ouais. Nous, c'est pas trop, on n'est pas trop sur 100% ça, on est un peu à l'intermédiaire. En fait, on est sur des MOOC collaboratifs, quoi. Où on fait un peu de push, on fait un peu de build, en fait. Et donc, du coup, on a ce côté vidéo, ressources qui permettent d'apporter de la connaissance, en fait, aux participants. Et on a le côté activité pratique, où, en fait, les gens, quand ils font une activité pratique sur le terrain, en fait, ils doivent rendre compte de leur activité pratique sur les forums. Mais en fait, toutes leurs contributions, on a des messages sur les forums, on a des dizaines de milliers, en fait. Et du coup, en fait, toute cette connaissance-là, on en fait des synthèses, on valorise les contributions des gens. Ça, c'est un travail d'animation de ouf pendant la diffusion, on s'en rend pas compte, mais du coup, on crée des cartes mentales, avec tout ce qui était produit par les participants eux-mêmes, et ça permet de produire encore plus de ressources pédagogiques par la suite, quoi.
Donc en fait, pendant la formation, on fait apprendre les gens, mais on en produit aussi les ressources en même temps. Donc, et finalement, vous devenez de plus en plus pertinent aussi dans votre façon d'enseigner et de diffuser le savoir aussi. Oui, parce que du coup, on s'enrichit aussi de l'intelligence collective, en fait, et du coup, on a de plus en plus de matière. Donc, ça permet d'enrichir les rediffusions d'un cours avec ce qui a été produit à la diffusion précédente, en fait. Donc voilà. Et on arrive comme ça aussi à montrer que, en fait, une personne, si elle est accompagnée, elle passe à l'action, en fait. Et notre métier, il est important. Parce que ça permet de garder des gens actifs, en fait, et de garder l'attention sur en plus des sujets prioritaires à l'heure actuelle, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de matériel pour devenir botaniste et pour suivre les MOOC ? À part son cerveau, tu veux dire ? Parce que si je veux faire de l'ornithologie, en général, il faut au moins, à minima, une paire de jumelles. Ouais, alors du coup, la paire de jumelles pour voir loin, il faut la paire de jumelles pour voir de près. Donc la loupe. Une petite loupe, celles qu'on peut trouver, alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais à Nature et Découverte par exemple, ils fournissent des petites loupes, pas des grosses, mais c'est qui sont pliables en fait. Voilà, je sais pas comment on les appelle. Ça ressemble un peu à une goutte d'eau. Exactement, c'est ça. Du coup, en fait, il y a ces loupes qui peuvent être intéressantes d'avoir pour observer de plus près certains critères en fait, au caractère de certaines plantes, qui sont des caractères d'identification. Et après, on peut tout à fait se munir soit d'une flore pour essayer justement de vraiment faire de l'identification à travers les flores là, qu'on peut voir aujourd'hui, la flore de Coste, la flore de Bonnier, la flore gallica, enfin il y en a plein qui existent. Ou alors son smartphone en prenant en photo une plante et en essayant un peu de creuser derrière avec d'autres outils pour voir si c'est la bonne détermination, etc. Donc au niveau du matériel, c'est ça. Et puis après, si on va sur le terrain, il faut être bien chaussé, ça dépend où on va, etc. Donc une bonne protection solaire si on est ici à Montpellier, qu'on va dans la garrigue. Au minimum, il faut un petit investissement de 10 € pour acheter une loupe correcte. Et puis on s'en sort bien, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des ressources qui permettent justement de se passer des flores ou des bouquins d'identification ? Est-ce que juste avec les ressources PDF que donne le MOOC, on peut s'en sortir ? Oui, alors oui. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des ressources complémentaires comme les flores, les guides, etc. Mais dans le MOOC, effectivement, on fournit en fait des fiches espèces et des fiches familles. En fait, les fiches familles vont permettre vraiment donc dans le MOOC botanique, les plantes et leurs usages, on est d'accord. Même dans le premier, on avait aussi ça. Mais des fiches familles qui permettent en fait de décrire, enfin d'avoir les critères en fait de ces familles-là, de manière à ce que quand on va déterminer une plante, au lieu de commencer dès le début dans le processus de détermination, on a la plante et on ne sait pas d'où partir. On prend la flore. Super, 36 000 questions pour arriver à l'espèce finale. Si déjà on sait un peu reconnaître la famille dans une clé d'identification, ça sera plus rapide ensuite d'aller jusqu'à l'espèce. Donc il y a des fiches espèces et des fiches familles. Fiches familles pour ce que je viens de dire et les fiches espèces pour des espèces qu'on met un peu en avant dans le MOOC botanique 2 et qu'on se dit ce serait bien que les gens sachent reconnaître au moins ces espèces-là. Donc il y en a 69 au total. Mais c'est pas toute la flore de France ou du monde vu que c'est un MOOC francophone, donc c'est plus une découverte. Voilà. Après, avoir d'autres outils pour aller plus loin et être autonome sur le terrain, c'est vrai que c'est bien, c'est mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on va y apprendre alors dans ce MOOC botanique 2 ? Alors déjà, il faut savoir l'évolution. Donc, d'abord, il y a eu le MOOC botanique 1, il a été diffusé 3 fois auprès de 86 000 personnes qui ont été inscrites à ce MOOC-là. Et donc, c'était en 2016, pour la première diffusion, et la dernière, c'était en 2020. Et en fait, tous ces MOOCeurs-là, on les appelle comme ça, les participants au MOOC, ont émis le souhait d'avoir un MOOC sur les usages et de progresser en botanique et de découvrir les familles botaniques. En fait, on s'est dit, super, parfait, on va faire un combo. On va faire un MOOC qui permet de faire les deux. En découvrant les usages, on découvre un peu plus les familles et aussi des espèces qui font partie de ces familles pour progresser dans la reconnaissance des plantes. Sur le MOOC botanique 1, on avait 30 espèces à savoir reconnaître. Là, on en est sur 69, donc on voit qu'il y a un peu plus d'espèces à pouvoir reconnaître, un peu plus de familles. Et voilà. Donc du coup, on va découvrir des usages actuels et anciens des plantes, des usages très classiques comme le coton, le riz, le blé, etc. Et puis après, des usages un peu plus spécifiques. Donc, il y a des espèces qu'on va avoir qui sont d'usage très classique et puis des espèces un peu plus particulières, moins communes, où on va avoir des usages un peu plus spécifiques. Alors, c'est pas un MOOC pour savoir comment utiliser les plantes. C'est un MOOC pour découvrir les usages qui existent sur certaines plantes, mais on va pas dire aux gens utilisez cette plante-là pour faire ça, pour vous soigner, ou etc. Donc, voilà. Ouais, c'est pour ça que tu parles plus d'ethnobotanique plutôt que de naturopathie, quoi. Exactement.
Ça, c'est un message important parce que c'est aussi une responsabilité de notre part. Si maintenant les gens pensent qu'on leur donne des conseils pour savoir utiliser telle et telle plante pour certains soins ou etc., s'ils utilisent mal, ça peut aussi nous porter préjudice derrière et c'est vraiment pas ce qu'on veut et on veut partager toujours dans l'idée de toujours partager de la connaissance. Après, ça n'empêche pas aux gens de creuser et peut-être de se spécialiser dans certains usages pour savoir comment utiliser certaines plantes. Donc les gens vont découvrir des usages anciens et actuels des plantes, ils vont découvrir aussi des grandes familles botaniques, ils vont découvrir certaines espèces et leurs usages spécifiques, et puis ils vont aussi découvrir les usages dans d'autres régions francophones hors France métropolitaine. Donc on va avoir 5 régions au total qui vont être traitées, en dehors de la France métropolitaine, bien entendu. On va avoir Madagascar, on va avoir le Liban, la Tunisie. Tu m'as pas dit le Cameroun? Non, le Cameroun, c'était pour le MOOC botanique. La Guyane. Et je m'en mange toujours un, mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et parce que je me confonds avec le premier aussi, donc voilà. Mais du coup, 5 régions francophones pour découvrir les usages dans ces pays-là, en fait. Voilà. Ouais, c'est intéressant de se concentrer sur la terminologie francophonie, quoi, et pas sur les outre-mer de façon générale. Ouais. Ça me revient, la Réunion. Ah. Voilà. C'est parce que j'ai dit outre-mer. Ouais, c'est ça, exactement. Tu m'as bien aidé. Belle perche. Donc ce MOOC va être riche en connaissances, découvertes. Et ce qui est important de savoir, c'est que même si on a un peu l'impression que ce MOOC-là permet une progression dans la reconnaissance des plantes, parce qu'on traite de plus de familles, plus d'espèces, etc., ça ne veut pas du tout dire qu'il faut suivre le MOOC botanique 1 pour suivre le MOOC botanique 2. En fait, tout le monde peut suivre le MOOC botanique 2 sans aucune connaissance en botanique. En fait, on reprend les éléments clés en fait, pour s'initier à la botanique et ensuite, justement, creuser un peu plus avec ce qu'on propose dans le MOOC botanique 2. Donc, le travail d'ingénierie pédagogique a été fait quand même pour que le MOOC soit accessible à tous. D'ailleurs, c'est le principe du MOOC. C'est accessible à tous. Il y a le Massive Open. Donc voilà. Et on n'est pas censé demander de prérequis. Donc voilà, donc ça a été fait de manière à ne pas demander de prérequis et donc pas d'obligation de suivre le MOOC botanique 1. Il n'y a aucune trace de poussière dans cet enseignement. Ouais, franchement j'ai du mal à la trouver la poussière. Je crois qu'on fait du bon nettoyage. On l'a dit, c'est une énorme quantité de travail. Déjà pour créer le MOOC, mais ensuite pour faire son animation, ensuite faire en sorte que l'intelligence collective elle soit bien utilisée pour sélectionner, etc. Comment vous faites pour financer tout ça? Parce que c'est une assez grosse équipe quand même qui s'occupe de toute cette connaissance, de toute ouverture, accessibilité de la connaissance à Tela Botanica. Bon, déjà, il faut savoir qu'un MOOC, les MOOC botaniques en tout cas, ceux qu'on développe par l'association Tela Botanica, c'est des MOOC, des projets qui durent 3 ans. Donc avant de voir un super MOOC qui se diffuse pendant cette semaine, en fait, il faut savoir que derrière, il y a 3 ans de travail. Donc nous, on arrive là à la toute fin, quoi. Voilà, c'est ça. Vous arrivez pour le meilleur, en fait. Même si dans les meilleurs événements d'un MOOC, il y a le tournage. C'est un moment super dans la création d'un MOOC parce que tout le monde se retrouve et ça y est, c'est enfin maintenant qu'on va parler devant la caméra, quoi. Bon, bref, ça c'est pour l'anecdote. Mais oui, donc 3 ans de travail, donc du coup beaucoup de moyens qui sont sollicités. Et en fait, nous, on est financé dans un premier temps par des fonds publics. Donc pour le MOOC Botanique 2, par exemple, on a d'abord été financé par l'Office français de la biodiversité, qui nous finance une certaine somme sur les 3 années de travail. Et pour cofinancer ce projet-là, parce qu'elle nous finance que sur une partie en fait du budget nécessaire pour créer le projet, en fait, pour cofinancer le reste, on va aller chercher des dons auprès du réseau, donc via un crowdfunding qui a été mené avant la sortie du MOOC Botanique 2, où beaucoup de personnes ont contribué. On a réussi à avoir 23 000 € avec ce crowdfunding, donc c'était plutôt chouette. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué. Et puis ensuite, on a aussi un appel aux dons pendant la diffusion du MOOC. Donc là, à l'heure actuelle, tout le monde pourrait faire un don s'il le souhaite, de 1 € ou de 10 € ou plus, peu importe, chacun à son échelle. Tout à l'heure, tu as dit combien pour Botanique 1? C'était 80 000 élèves? 86 000 personnes qui ont été inscrites au MOOC Botanique 1. Déjà, si chacun avait donné 1 €, c'était pas t'imagines Ouais. Donc juste déjà 1 € chacun, ce serait énorme. Ouais. Donc fonds publics d'abord, ensuite les dons qui est une grande partie, et après on a aussi la Fondation Nature et Découverte qui nous soutient sur ce MOOC-là, sur sa diffusion et une partie sur sa création aussi.
Après, on a eu sur d'autres MOOC, on a d'autres structures qui nous financent, d'autres fondations ou d'autres structures publiques. En général, c'est ça le modèle. Hein. C'est on va dire un matelas de fonds publics et après chercher des cofinancements avec les dons, etc. Et en fait, toute la partie qui n'est pas financée au début par le fonds public, en fait, c'est un investissement de l'association Tela Botanica. Et pour amortir cet investissement, les dons, si on ne les avait pas, on n'y arriverait pas en fait. Tu peux donner un ordre d'idée de combien ça coûte le MOOC Botanique 2 par exemple? Il faut compter 150 000 € pour la création et la diffusion d'un MOOC. Et encore, c'est 3 ans de travail avec des personnes qui ne sont pas forcément rémunérées, les intervenants, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment le minimum que vous pouvez... Et quand je dis 150 000 €, c'est pour des MOOC, on va dire, entre guillemets, de base à la Tela Botanica, parce que c'est jamais vraiment de base quand on fait quelque chose, mais... Il y a des MOOC qui sont beaucoup plus coûteux. Hein. Par exemple, quand on a 2 niveaux, par exemple, dans chaque séquence de cours pour les débutants et pour un perfectionnement pour des publics plus spécifiques, c'est presque le double de travail, en fait. Ou quand on a plus de partenaires autour du projet, ça demande plus de coordination aussi. Donc, voilà, on a des MOOC à plus de 200 000 €. Donc, ou d'autres à 100 000 €. Mais en tout cas, c'est toujours ces ordres d'idées, quoi. Donc, c'est un budget, quoi. Ouais, si quand vous ferez le MOOC spécial flore de canopée en Côte d'Ivoire et qu'il faudra vous déposer en hélicoptère à chaque fois en haut des arbres, ça coûtera beaucoup plus cher. Ça c'est sûr. Déjà là, on a des frais comme tu disais, les intervenants, on les paye pas quoi. Mais on sent qu'on va devoir aller vers là peut-être un jour parce que ils ont aussi de moins en moins de temps quoi. Donc on peut pas compter que sur le bénévolat non plus. Et même si finalement pour ces projets-là, c'est une grosse valeur en fait, qu'on a de favoriser le bénévolat autour de tout ça. Mais les animateurs, c'est pareil. Hein. On a un animateur coordinateur en interne qui est un salarié, mais après l'équipe des 8 et 9 personnes qui s'impliquent dans l'équipe d'animation, c'est des bénévoles aussi. C'est pareil, ça tient à pas grand-chose quoi. Ouais. Donc c'est l'équilibre associatif précaire. Ouais. Mais qui permet quand même de proposer des trucs extraordinaires gratuitement à une très grande quantité de personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie demande en vulgarisation, en diffusion des savoirs, c'est ce dont on parle depuis le début, de la part du grand public. Et est-ce qu'il y a les institutions publiques, justement, les entreprises, etc., les instituts de recherche, est-ce qu'elles aussi, elles poussent pour essayer de vulgariser de plus en plus leur travail? Oui, clairement. Et puis, ils viennent même vers nous pour les aider à faire. Donc là, il y a le MOOC Botanique 2 qui va commencer, mais c'est fini là dimanche soir à 23h59, le MOOC pollinisateur. Et ça, c'était un MOOC réalisé par l'Office français de la biodiversité. Nous, on a répondu à un marché pour les accompagner dans la création de ce MOOC-là avec les deux associations, l'association Arthropologia, Réserve naturelle de France et l'entreprise On Place à la production qui font la partie vidéo. Et donc, en fait, on les a accompagnés pour créer leur propre MOOC sur les pollinisateurs. Et c'est une volonté de leur part, clairement. Et du coup, ils ont apprécié la manière qu'on a de monter des MOOC. Ils ont dit, on veut la même chose, mais sur ce sujet-là. Voilà. Donc, maintenant, faites avec nous. OK, on vous suit. Et voilà. Donc, du coup, ils nous financent, là, pour le coup, à 100%, parce que c'est un marché, pour développer ce projet-là avec eux. Bon, c'est super de sentir qu'il y a comme ça un élan où on veut donner de plus en plus accès à la connaissance. Et on le disait tout à l'heure, on vit une super époque. Donc peut-être pas, on est toujours un peu morose au réchauffement climatique. Je sais pas, tout le monde est digital, personne ne se parle, etc. On est toujours négatif alors qu'on vit une époque incroyable pour apprendre et on a accès à la connaissance de façon hyper facilitée. Et moi, je trouve ça hyper enthousiasmant. Mais j'en ai pas parlé en plus parce que il y a tellement de trucs à dire, mais en fait il n'y a pas que le digital, il y a le terrain. Donc déjà à travers les activités pratiques, les gens peuvent aller sur le terrain pour pratiquer. Mais en fait dans le cadre du MOOC botanique, les plantes et leurs usages, en fait on a mobilisé toutes les structures qui le souhaitaient à être référent en fait du MOOC botanique sur le terrain pendant sa diffusion. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a des structures et des personnes qui se sont portées volontaires pour être point d'information botanique pendant la diffusion. Donc si maintenant sur la carte tu vois une structure près de chez toi qui s'est portée volontaire, tu peux aller la contacter, aller la voir et discuter bota avec quoi. Et il y en a d'autres qui se sont portés volontaires aussi pour organiser des sorties de terrain ou alors des visionnages collectifs des vidéos du MOOC ou des activités pratiques à faire ensemble, etc. Donc du coup en fait on a tout un tissu en fait d'acteurs sur le terrain pendant la diffusion aussi
pareil, bénévoles qui s'impliquent de manière complètement volontaire, spontanée. Et là, on a plus de 100 structures qui se sont proposées sur l'échelle francophone. Donc, oui, un sujet qui peut paraître aussi niche que la botanique, et ben, ça peut mobiliser énormément de personnes. Ouais, c'est étonnant. Hein. Présenté de la bonne façon, on arrive à mobiliser beaucoup de monde. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu peux nous faire des recommandations de lecture ? Ah, de lecture ou de personnes ? D'abord de lecture. De lecture. On a déjà parlé pas mal de guides des flores en fait qui permettent la détermination. Donc il y a la flore de Coste qui est une flore maintenant domaine public parce que voilà, elle est assez ancienne. Donc c'est une clé dichotomique pour déterminer. Mais voilà, c'est typiquement pour faire de la détermination. Par contre, il y a des guides qui sont plutôt sympas et plus vulgarisés et plus accessibles comme le guide de Lachaud qu'on a ici sur les fleurs de France et d'Europe. Donc ça par exemple vous pouvez, c'est plutôt abordable et du coup en fait c'est classé par famille et ensuite dans chaque famille par ordre alphabétique on a plusieurs espèces qu'on peut trouver en France et en Europe. Donc c'est plutôt pas mal pour faire de la découverte de la flore. Et après, des guides, il y en a plusieurs et en fonction des sujets et des thématiques qu'on peut traiter dans le domaine de la botanique. Par exemple, là, je vous ai sorti le guide des plantes sauvages des villes de France. Donc là, on va vraiment être que sur des plantes urbaines. Et c'est le guide qui a été édité par donc ça édition Le Passage, mais qui a été rédigé par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, en collaboration avec Tela, et de manière à mettre en avant toutes les espèces qu'il y a, et voire plus, dans le programme Sauvage de ma rue. Donc voilà. Et là, tu disais la rue où il y avait le plus de diversité, c'était une centaine d'espèces, juste une rue, quoi. Ouais. Et là, c'est classé par, pareil, couleur de fleurs et morphologie de plantes. Donc voilà. Donc il y a ça. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre aussi on a parlé avant de l'Observatoire des saisons sur la phénologie. Donc si on a envie de creuser la phénologie, il y a les plantes au rythme des saisons, guide d'observation phénologique, donc des éditions Biotope, qui est le guide phare de l'Observatoire des saisons, où on va retrouver en fait pour plusieurs espèces l'écologie de l'espèce, comment la reconnaître, et puis son cycle en fait phénologique avec les apparitions des différents stades, à quelle période de l'année, etc. Donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Trop cool. Et est-ce que tu peux nous faire une recommandation d'un prochain invité pour le podcast ? Oui, alors restons dans les fleurs. Peut-être Sophie Nadeau, qui est chercheure à l'Université Paris-Saclay. Et en fait, c'est d'ailleurs la coordinatrice du comité pédagogique du MOOC botanique Les plantes et leurs usages. Et en fait, elle est chercheure en évolution des fleurs, voilà, à l'Université Paris-Saclay. Et voilà, passionnante, très pédagogue pour quelqu'un qui est sur des sujets de recherche très spécifiques et agréable à écouter. Donc, si vous voulez l'interviewer, un de ces quatre, je pense que voilà, ce sera un bon moment à passer. En passant par toi, c'est sûr, elle va accepter. Oui, c'est sûr. Pas de problème. Bon, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici et puis de nous avoir donné tout ce temps pour cette interview. Là, ça doit faire au moins 4 heures qu'on est là. Non. Et je trouve ça trop génial de montrer aussi qu'il y a des initiatives comme ça qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dont on n'entend pas forcément parler, et c'est important de diffuser ce genre d'initiative, surtout accessible, gratuite, etc. et accessible à tous. Et ça fait plaisir. Et encore merci. Merci à vous. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de passer ce temps avec vous. Pas 4 heures, mais... mais voilà, c'était bien de prendre le temps d'échanger, parce que les interviews, c'est toujours très court. Et là, on a au moins le temps d'échanger, c'est bien. Est-ce que tu veux demander aux auditeurs d'aller sur le MOOC ? Oui, là, c'est le moment. Il ouvre après-demain, le MOOC Botanique 2, les plantes et leurs usages. Donc, quelle date ? Du 10 mai jusqu'au 28 juin. Okay. Voilà. 2023, donc rendez-vous à pas louper, et tout ça c'est sur la plateforme Tela Formation, donc mooc.tela-botanica.org, et voilà, l'inscription est libre, gratuite, ouverte à tous comme toujours, et inscrivez-vous, même si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire maintenant en fait, de suivre la formation maintenant, inscrivez-vous quand même, parce que ça vous permet après de quand même avoir accès en fait au contenu, non pas au forum et au quiz, etc., mais au moins au contenu par la suite, même quand la diffusion sera fermée. Okay. Où est-ce qu'on peut suivre Tela Botanica ? Par différents moyens. Soit vous pouvez vous inscrire vous abonner à notre newsletter
pareil, toujours pareil, on peut s'inscrire, se désinscrire quand on veut, etc. Elle est gratuite. Elle est envoyée tous les jeudis. Elle capitalise, on va dire, centralise les actualités de tout le réseau. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on a notre page Facebook, on a une page Twitter, on a une page Instagram, on a une page LinkedIn. Par différents canaux. Et notre site, bien entendu, il y a plein d'informations qui passent. Donc, le site, c'est pas du coup mooc.quelque chose, c'est tela-botanica.org tout court. Voilà. Super. Bon, avis à tous les étudiants en licence de biologie ou d'écologie ou tout ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre réellement les bases de la botanique, foncez sur le MOOC Botanique 2. Et bienvenue. Et après, vous aurez l'occasion de faire le Botanique 1. Ça marche. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si t'es encore là, c'est que notre travail te plaît. Donc si tu veux nous soutenir, dis-le avec un commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Et puis partage-le à tes proches qui ont besoin qu'on leur raconte la Terre. Salut!